Lorsqu'une guerre prend finalement fin, il arrive souvent que les biens de toutes les parties impliquées dans le conflit, comme les navires de guerre coulés et les armes, ne puissent pas être localisés. Dans certains cas, ces objets sont retrouvés de nombreuses années plus tard, nous offrant une compréhension plus approfondie des événements qui se sont déroulés pendant le conflit. Numéro 10. Le HIJMS Musashi, un navire de guerre japonais, était l'un des plus grands jamais construits. Il était classé parmi les cuirassés de la classe Yamato de l'armée japonaise et a été officiellement mis en service le 5 août 1942. Le Musashi, ainsi que le Yamato, d'après lequel ce type de navire a été nommé, étaient considérés par l'armée japonaise comme les meilleurs cuirassés jamais construits et qu'ils seraient inégalés lors de tout conflit. Le Musashi était équipé de 9 canons de 18,1 pouces, soit 2 pouces de plus que les canons moyens trouvés sur les navires américains. Et chacun des obus de ces canons pesait environ 3200 livres. Un obus pouvait être tiré toutes les 40 secondes et parcourir jusqu'à 25 miles, ce qu'aucun navire de guerre d'un autre pays ne pouvait effectivement égaler à cette époque. Mais il y avait un problème avec ces deux navires. Ils étaient tellement lourds qu'il fallait d'énormes quantités de carburant pour les faire fonctionner. À l'époque, les réserves de carburant du Japon s'épuisèrent. Le gouvernement et l'armée japonais, ayant présenté ces navires comme les meilleurs, seraient embarrassés s'ils étaient écoulés. Ainsi, il fut décidé de les utiliser avec parcimonie, uniquement lorsque la fin de la guerre serait certaine. En fait, le Musashi n'a été utilisé par l'armée que lorsqu'il est devenu évident que le Japon faisait face à une défaite certaine. En octobre 1944, ils ont appris que l'armée américaine prévoyait d'envahir les Philippines. Un plan de défense nommé Victoire a été élaboré et l'armée japonaise a utilisé pratiquement tout ce qu'il restait à la marine pour tenter d'empêcher cela. Le Musashi a été envoyé dans la région et ce qui a suivi est devenu connu sous le nom de la bataille du golfe de Leyte, mais la bataille ne s'est pas déroulée comme prévu. Le 24 octobre de cette année-là, le Musashi a été touché 36 fois et il a disparu sous les vagues. C'était la plus grande bataille navale de la Seconde Guerre mondiale et la marine japonaise a été vaincue par les soldats américains et australiens. Beaucoup de gens avaient vu le Musashi couler, mais étrangement, il n'a pas pu être localisé après la fin de la guerre. Tout cela a changé en 2015 lorsque Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, a annoncé qu'il avait enfin retrouvé le navire au large des côtes des Philippines. Il a publié plusieurs photos du navire reposant sur le fond marin sur ses comptes de réseaux sociaux, dont l'une montrait l'emblème de la famille impériale japonaise sur la proue du Musashi. Il a aussi publié des photos de l'ancre du navire et d'une vanne trouvée lors de l'exploration de la zone avec son équipage à bord de son véhicule sous-marin. Il a précisé qu'elle avait été retrouvée à environ un demi-mille de profondeur après une recherche approfondie. Tout d'abord, Allen et son équipage ont effectué une étude bathymétrique du fond océanique dans la zone où l'on pensait que le Musashi avait coulé. Cela a permis d'éliminer de vastes zones du fond océanique qui auraient pris beaucoup de temps à explorer en vain. Ensuite, un robot autonome a été envoyé pour rechercher des signes de l'épave disparue depuis environ 7 décennies. Une fois localisé, un véhicule télécommandé équipé de caméras a réussi à filmer l'épave et il a finalement été confirmé que le Musashi avait été retrouvé. Allen s'intéressait à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale depuis longtemps, et sa découverte du Musashi signifiait qu'il faisait désormais partie de cette histoire, même si ce n'était que dans une moindre mesure. Numéro 9. Le SS City of Cairo était un paquebot à vapeur construit par la société Earls Shipbuilding and Engineering Company en 1915 après avoir été commandé par Ellerman Lines Limited de Londres. Il a été construit avec 2 ponts, 2 mâts, et une fois la construction terminée, il a été enregistré à Liverpool, en Angleterre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le navire fut réquisitionné par le Royaume-Uni pour acheminer des fournitures vers ce pays et soutenir l'effort de guerre. Le 1er octobre 1942, il entreprit ce qui allait être son dernier voyage sous le commandement de William A. Rogerson. Lui et son équipage avaient pour mission de faire naviguer le City of Cairo de Bombay, en Inde, jusqu'en Angleterre, mais pas avant d'être passé par Durban et le Cap, en Afrique du Sud, et Pernambuco, au Brésil. Ils atteignirent le Cap sans aucun problème et partirent pour le Brésil vers 6 h du matin le 1er novembre de cette année-là. À bord se trouvaient des passagers civils, 10 canonniers de navires marchands issus de l'armée et de la Royal Navy,
ainsi que 2 groupes de soldats indiens recrutés pour servir sur des navires britanniques. Il était chargé de fer, de bois, de laine, de coton, de minerais de manganèse et de 2000 caisses, toutes contenant des pièces d'argent. Le City of Cairo n'était en aucun cas un navire rapide puisqu'elle ne pouvait atteindre que 12 nœuds et ses moteurs produisaient énormément de fumée, ce qui entraînait une mauvaise visibilité depuis le navire, ce qui la rendait aussi bien plus visible pour les navires ennemis. Malgré ces problèmes, le navire poursuivit sa route sans escorte et se dirigea vers le Brésil. Mais le 6 novembre, l'équipage du sous-marin allemand aperçut la fumée et cette nuit-là, ils attaquèrent avec une torpille. Ce fut un coup direct. Sachant qu'il n'y avait rien à faire, le capitaine du City of Cairo ordonna à tous à bord de se préparer à abandonner le navire. Un signal de détresse fut envoyé alors que le navire coulait lentement. Mais 21 minutes après que la première torpille ait atteint sa cible, une autre fut tirée. Cela scella le destin du City of Cairo, qui sombra à environ 480 miles au large de la côte de Sainte-Hélène. Le capitaine du sous-marin ordonna de faire surface et s'adressa aux survivants montés dans les canots de sauvetage. Il demanda comment s'appelait le navire, quelle cargaison il transportait et s'il y avait des prisonniers de guerre allemands à bord. Après avoir obtenu les informations voulues, il abandonna les survivants pensant qu'ils mourraient en vite et dit « Bonne nuit, désolé de vous avoir coulé ». 207 personnes furent finalement secourues par d'autres navires qui traversèrent la zone après que les passagers, ayant réussi à monter dans les canots de sauvetage, eurent dérivé pendant 3 semaines. Le navire et les pièces d'argent qu'il transportait furent perdus. Et comme personne ne savait exactement où il avait coulé, on pensait qu'ils étaient perdus à jamais. Mais en 2011, une expédition britannique, appelée Deep Ocean Search, a réussi à localiser l'épave à environ 1000 miles au large des côtes africaines. Ils ont pu récupérer environ 100 tonnes de pièces qui étaient restées au fond de l'océan pendant 69 ans. Les roupies indiennes avaient été envoyées en Grande-Bretagne pour être fondues et soutenir l'effort de guerre. Une grande partie de l'argent récupéré a été envoyé au Trésor britannique, où il a été fondu comme prévu. Mais une entreprise norvégienne appelée Samler-Huset avait entendu parler de la récupération et a proposé d'acheter 2000 de ces pièces. Une fois cela fait, ils les ont restaurées avant de les vendre aux collectionneurs. Chaque pièce devait être contrôlée, ce qui n'était pas facile car beaucoup étaient agglomérés au fond de la mer. Un nettoyage spécial a permis de restaurer l'argent et les collectionneurs ont saisi l'opportunité d'acquérir un morceau d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 8. Pendant plus de 3 décennies, un homme allemand de 78 ans a caché un secret dans la cave de sa maison, mais après que la police a reçu un signalement d'un particulier, sa maison a été perquisitionnée et le secret a finalement été révélé aux autorités. Selon l'objet en question, il est illégal de posséder des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. La plupart des souvenirs, comme trousses médicales, écussons et médailles, sont généralement légaux, mais des règles plus strictes s'appliquent aux armes de guerre, surtout si elles sont encore fonctionnelles. Cela n'a pas vraiment empêché l'homme en question, nommé Klaus-Dieter Flick, de collectionner tous les souvenirs qu'il pouvait trouver. Et en 2015, cela a eu pour conséquence qu'il se retrouve du mauvais côté de la loi. Selon ses amis et sa famille, Flick est un homme économe qui passe la plupart de son temps seul par choix. Ses voisins savaient qu'il collectionnait des objets de la guerre, mais ils ont été choqués de découvrir qu'il possédait aussi des objets interdits. On a d'abord soupçonné qu'il possédait certains de ces objets en 2005, et les autorités ont ordonné une perquisition au domicile de Flick. Lorsque cela a été fait, plusieurs armes illégales ont été trouvées, mais grâce aux arguments concernant les licences nécessaires et les actions en justice qui s'ensuivraient, rien n'a été fait. 10 ans plus tard, la police de Berlin a appris que Flick pourrait cacher certaines œuvres d'art que le public n'était pas autorisé à posséder, et une deuxième perquisition a été menée. Cette fois, ils ont découvert le reste de sa collection qui était hautement illégale. Il avait collectionné des objets interdits comme des uniformes, fanions et lampes avec un symbole prohibé et la perquisition ne cessait d'aggraver la situation. Il avait également entreposé une réplique de fusée V1, mais le plus surprenant de tout fut la découverte d'un char Panther qu'il cachait dans son sous-sol. La maison avait été transformée en quelque chose qui ressemblait à une forteresse et il a fallu près de 9 heures à 20 soldats pour retirer tous les objets illégaux, y compris le char, qui avait été extrait à l'aide de treuils fixés à des véhicules blindés.
Ils ont également trouvé un canon anti-aérien de 88 mm et Flick a été inculpé pour violation de la loi sur le contrôle des armes de guerre et de la législation sur les armes à feu. Il a finalement écopé d'une peine de 14 mois de prison avec sursis. Numéro 7. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats jetaient souvent leurs déchets dans les cratères de bombes, car c'était un moyen pratique de se débarrasser de tout ce dont ils ne pouvaient pas se servir, sans passer des heures à creuser des trous sans fin. Ainsi, ces cratères de bombes sont devenus des terrains de chasse fertiles pour les collectionneurs de souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Et cette idée a séduit le personnel du musée de la base aérienne de Diehlin, située près d'Arnhem, aux Pays-Bas. En octobre 2014, ils excavèrent des cratères causés par les bombardements sur l'aérodrome sans se douter de ce qu'ils allaient découvrir. À un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mis au jour le nez d'un avion de combat ME-2-162 qui était considéré comme l'un des plus avancés de son genre à l'époque de la guerre. En continuant à creuser, ils ont finalement découvert le pare-brise de l'avion ainsi que 4 orifices d'armes et ses canons montés sur le nez. Peu après, ils ont atteint les ailes de l'appareil et l'excavation a alors commencé à rencontrer des problèmes. Les fouilles ont continué à la main et à la pelle, mais ils se sont vite rendus compte qu'en utilisant cette méthode, il leur faudrait énormément de temps pour dégager tout l'avion. Le train d'atterrissage de l'avion ne pouvait pas être déplacé du tout, et il a été déterminé que le longeron principal s'enfonçait profondément dans le sol en dessous. Ils en sont restés là pour la journée, puis ont repris la récupération avec des engins de terrassement le lendemain matin. Malgré tout, ils n'ont pas réussi à faire bouger l'aile visible, mais il a été déterminé que la seconde aile avait été enterrée sous le reste de l'appareil. Au début, on a supposé que l'avion était un ME-262A2A Sturmvogel chasseur-bombardier, puisque seuls 2 canons étaient visibles. Mais cela a été corrigé plus tard lorsqu'on a découvert que 9 avions ME-2-162 avaient été abattus au-dessus des Pays-Bas pendant la guerre. 6 d'entre eux ont été abattus au-dessus de Bravée, un au-dessus de la Frise, un autre au-dessus de Vorden et un de plus au-dessus d'Elden. On a alors supposé que l'avion retrouvé sur l'aérodrome était celui abattu par erreur au-dessus d'Elden, car il était le plus proche. Un éclat récupéré portait le numéro 130 026. Et après consultation de la base de données, il a été déterminé que cet avion était un ME-2-162 construit à l'usine Messerschmitt de Leifheim. Après des recherches supplémentaires, il a également été découvert qu'il s'agissait du tout premier ME-2-162 jamais produit, ce qui en faisait donc une pièce importante de l'histoire militaire. Les circonstances ayant mené à l'enfouissement de l'avion à l'endroit de sa découverte. Comme la conception de l'avion était considérée comme secrète à l'époque, et puisqu'il avait été abattu par erreur par des tirs amis allemands, l'armée allemande ne pouvait pas prendre le risque que l'épave tombe entre de mauvaises mains, car la conception aurait alors été révélée aux ennemis. Au lieu de cela, il a été secrètement transporté vers l'aérodrome, qui était alors sous le contrôle de la Luftwaffe, où il a ensuite été enterré dans l'un des cratères de bombes avec plusieurs autres équipements. Numéro 6. Le Graf Zeppelin était un navire de 850 pieds qui est devenu une pièce maîtresse de la marine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il n'ait jamais participé à aucun combat durant le conflit. Sa construction a commencé en 1936 et il a été présenté par les Allemands comme une réalisation technique grandiose. Cela s'explique surtout par le fait que l'armée allemande avait construit le navire sans disposer d'aucun modèle opérationnel sur lequel se baser. Mais avant que le Zeppelin soit terminé, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. La priorité a été donnée à la construction des célèbres sous-marins U de l'armée. Et le Graf Zeppelin a été remorqué à Danzig, où il a été entreposé. Finalement, il a été remorqué vers un cours d'eau menant à la rivière Oder, où il a été sabordé à l'approche de l'armée rouge. Plus tard, il a été redécouvert par des soldats soviétiques, et l'armée soviétique a commencé à rénover le navire, mais il a finalement été détruit. Cependant, les historiens ont tendance à ne pas être d'accord sur la façon dont le Zeppelin a trouvé sa fin. Certains pensent qu'il a explosé sur une mine terrestre en étant transporté vers l'Union soviétique. Une autre histoire dit que les soldats soviétiques voulaient le remplir d'objets de guerre volés et précieux, mais qu'ils ont mal calculé. Selon cette théorie, le navire est devenu surchargé, et lorsqu'ils sont entrés dans une tempête en mer Baltique, ils n'ont pas pu le contrôler et il a coulé sous les vagues. Mais aucune de ces théories n'a été prouvée. L'auteur Ulrich Israel a une autre théorie pour expliquer ce qui est arrivé au dirigeable. Il est d'accord pour dire que sa construction n'était pas terminée lorsqu'il a été remorqué par les soviétiques en août à 1947, mais ils avaient un objectif très précis en tête.
Ils ont décidé que le Zeppelin leur offrirait l'occasion idéale de s'entraîner à couler un porte-avions étranger. Et il a été utilisé comme cible d'entraînement dans ce but précis. Finalement, Israël affirme qu'il a été touché par 2 torpilles et coulé. Pendant près de 6 décennies, il est resté là où il avait coulé, mais personne n'a pu le retrouver. Ce n'est qu'en 2006 qu'il a été redécouvert, alors que des ouvriers polonais cherchaient des gisements de pétrole dans la mer Baltique. Dès que la découverte a été médiatisée, on a supposé que les restes du Zeppelin appartenaient à l'Allemagne. Mais le ministère allemand de la Défense a indiqué que la propriété restait à discuter. Un historien polonais a déclaré à un média que les autorités allemandes ont toujours été réticentes à discuter de l'emplacement du dirigeable. Et il a supposé que cela avait un rapport avec le secret, ou que le vaisseau contenait une cargaison que l'armée allemande ne voulait pas que l'on découvre. Il a ensuite été révélé que les pêcheurs de la région se plaignaient de perdre constamment leurs filets dans la zone où le Zeppelin a été retrouvé. On sait maintenant que leurs filets s'accrochaient à l'épave, ce qui expliquait leur déchirure. Après la découverte, les mesures ont montré que l'épave était enfouie à environ 85 mètres sous l'eau et qu'il n'y avait donc pratiquement aucune chance de la retirer en raison de sa taille et de son poids énorme. Il est probable qu'elle restera là où elle a été trouvée, car toute tentative de la retirer serait extrêmement coûteuse et les matériaux utilisés pour la construction du Zeppelin se sont corrodés avec le temps à cause de la mer. Donc ils ne peuvent même pas être réutilisés. Numéro 5. En mars 2026, des archéologues travaillant près de l'ancienne ville d'Hippos, à l'est de la mer de Galilée, ont fait une découverte des plus inattendues. Ils pensent que cela remonte à l'invasion romaine d'Antiochie à Hippos, qui a eu lieu vers 64 avant Jésus-Christ. À cette époque, les armées n'utilisaient pas encore d'armes à feu comme aujourd'hui. Les lances, les épées et parfois les frondes étaient les armes principales et pouvaient causer bien plus de dégâts qu'on ne l'imagine. La découverte a été faite par une équipe d'archéologues dirigée par Michael Eisenberg de l'université de Haïfa en Israël, alors qu'ils cherchèrent des artefacts anciens dans la nécropole sud d'Antiochos-Hippo. À un moment donné, un membre de l'équipe est tombé sur un projectile d'apparence étrange et il l'a remis à Eisenberg qui l'a examiné de près. Il a immédiatement reconnu que c'était un projectile différent de tous ceux qu'il avait vus auparavant, principalement parce qu'il portait une inscription. Sur ce projectile était inscrit le mot grec « mato », qui signifie « apprendre ». Compte tenu de l'époque de l'inscription, une traduction plus précise serait « apprends ta leçon ». Il a été suggéré que quelqu'un avait écrit un nom sur le projectile, mais cela a maintenant été réfuté, puisque ce mot particulier n'a été utilisé pour décrire le nom de quelqu'un qu'à 2 reprises auparavant. Les historiens sont convaincus que cette fois, c'était presque sûrement une provocation envers les ennemis du porteur. La plupart des historiens pensent que le projectile fut utilisé lors d'une bataille à l'époque hellénistique, Hippo y ayant participé. Mais des recherches supplémentaires seront menées pour déterminer plus précisément de quelle bataille il s'agissait. La première de ces batailles a eu lieu avant la construction d'Hippos, alors qu'une forteresse se trouvait à sa place. La forteresse a été renversée en 199 avant Jésus-Christ, après quoi les Séleucides ont établi la police d'Hippo. Le projectile pourrait également remonter à une bataille entre Hippo et les forces du roi Alexandre Janet, qui ne s'est pas déroulée comme prévu au début. Lors de la première attaque contre la ville en 101 avant Jésus-Christ, les hommes du roi ont vite été submergés et ont dû battre en retraite. Ils sont revenus en 83 et cette fois-là, ils ont réussi à prendre le contrôle de la ville. Le projectile aurait pu servir lors de cette bataille, car il a été découvert près d'une voie romaine bâtie sur une ancienne route grecque hellénistique. Toute force qui aurait tenté d'attaquer la ville serait probablement venue de cette direction, puisque le chemin les aurait menés directement à la porte principale de la ville. Alors que le débat à ce sujet se poursuit, le projectile a été étudié de plus près. Les historiens ont découvert qu'il avait été fabriqué avec un moule en 2 parties. L'arrière du projectile est sans particularité, avec une seule arête qui le traverse au milieu, tandis que l'avant est lisse et porte l'inscription en question. L'inscription qu'il porte était presque certainement destinée à narguer l'ennemi, et à l'époque, son propriétaire a dû trouver ce projet assez amusant. 69 projectiles similaires ont été découverts dans cette région au fil des années, mais seulement 3 ont été documentés. Ils remontent à différentes périodes historiques, et 2 d'entre eux contiennent des décorations. L'un porte une inscription représentant un éclair, que les historiens pensent symboliser Zeus, tandis que l'autre est décoré d'un scorpion, probablement pour représenter Scorpios,
un gigantesque scorpion envoyé par Gaïa, ou la Terre-Mère, pour tuer le géant Orion, selon la mythologie. Nous ne saurons jamais si le projectile a été lu par un soldat ennemi, et des recherches supplémentaires pourraient apporter plus de réponses dans les semaines et les mois à venir. Numéro 4. En 1836, ce qui est sans doute la plus célèbre escarmouche de l'histoire du Texas, a eu lieu et a commencé à l'Alamo, situé à San Antonio. La bataille a opposé des rebelles volontaires texans, également connus sous le nom d'Armée du peuple, qui cherchaient à obtenir leur indépendance vis-à-vis du Mexique, et l'armée mexicaine qui visait à mettre fin à la rébellion. Tout a commencé en 1835 après l'abrogation de la Constitution du Mexique, qui a été remplacée par les 7 lois et ce faisant a également remplacé le système fédéral par un gouvernement centraliste. Cela a été fait dans l'espoir de stabiliser le pays, mais cela a eu l'effet inverse, car les gens ont commencé à protester en masse. Cela a été fait parce qu'avec ces nouvelles lois, les droits de vote des citoyens étaient restreints et les États étaient transformés en départements. Ces lois stipulaient que seuls les citoyens ayant des revenus supérieurs à un certain montant seraient autorisés à voter, ce qui excluait la majorité de la population. Elles stipulaient également que le président pouvait supprimer, modifier ou restreindre les assemblées locales à sa guise. Et elles ont établi le pouvoir exécutif suprême, composé de 5 personnes chargées de choisir un nouveau président lorsque cela était nécessaire. Les anciens États fédéraux sont devenus des départements militaires, subordonnés directement au gouvernement fédéral. Enfin, ces lois ne pouvaient pas être modifiées pendant au moins 6 ans, et il est vite devenu évident que le public n'était pas satisfait de ces changements. Peu après, la révolution texane a commencé. La première de ces batailles, la bataille de González, a eu lieu le 2 octobre 1835. Elle a commencé lorsque le gouvernement mexicain a exigé le retour d'un petit canon qui avait été prêté aux colons texans en 1831 alors qu'ils repoussèrent des attaques amérindiennes. Les Texans ont refusé de le rendre et ils ont caché le canon, après quoi ils ont hissé le célèbre drapeau « Venez le prendre ». Quand les Mexicains ont attaqué González, le canon a tiré sur eux et ils ont dû battre en retraite. En février 1836, des soldats mexicains ont été aperçus en train de marcher vers l'Alamo. Et il était clair qu'un siège était imminent. Mais cet après-midi-là, environ 1500 soldats mexicains étaient arrivés et bientôt les combats ont commencé. Au cours des 13 jours suivants, la bataille de l'Alamo a fait rage et lorsque tout fut terminé le 6 mars de cette année-là, les murs de l'Alamo avaient été percés et les Texans furent vaincus. Cela reste une bataille d'une grande importance historique et il n'est donc pas surprenant que les archéologues fouillent souvent la zone à la recherche d'artefacts de l'affrontement. En 2026, des chercheurs ont découvert un boulet de canon en bronze intact qui avait probablement été tiré lors des préparatifs de la bataille de l'Alamo. Il était enfoui sous un mètre de terre et a été retrouvé près du coin nord-est de l'église de l'Alamo. Comme il est en bronze, les historiens pensent qu'il a été tiré par le camp mexicain, même si cela reste une spéculation, car il aurait aussi pu être renvoyé contre eux par les Texans à un moment donné. Les chercheurs ont été stupéfaits par cette découverte, qui a eu lieu alors que des rénovations étaient en cours à l'Alamo, et ils sont curieux de voir si d'autres artefacts similaires seront trouvés à mesure que les fouilles se poursuivent. Numéro 3. La bataille des îles Égates n'est pas un événement que la plupart d'entre nous connaîtront, mais cela peut se comprendre puisqu'elle a eu lieu le 10 mars 241 avant Jésus-Christ. Elle a opposé les flottes de Carthage et de la République romaine et faisait partie de la guerre punique. En fait, cette bataille fut le tout dernier affrontement naval de cette guerre, qui avait commencé en 264 avant Jésus-Christ. À cette époque, Carthage avait établi une puissante flotte maritime dans l'ouest de la Méditerranée, mais les Romains décidèrent qu'ils voulaient contrôler Syracuse, car elle était considérée comme la cité-État la plus puissante de l'île de Sicile. Le début de la guerre ne se passa pas bien pour les Carthaginois, car ils furent vaincus lors de plusieurs batailles qui eurent lieu entre 260 et 255 avant Jésus-Christ. Cela était principalement dû à l'invention du Corvus, qui permettait aux Romains de saisir les navires ennemis, les rendant ainsi plus faciles à aborder. Suite à cela, l'armée romaine subit d'énormes pertes à cause d'une tempête qui décima leurs navires. Et l'on pense que le Corvus pourrait avoir joué un rôle dans cette situation, car il était extrêmement lourd et aurait pu rendre les navires instables. En 250 avant Jésus-Christ, les Romains avaient reconstruit leur flotte et décidèrent de bloquer la principale base carthaginoise. Pour ce faire, 200 navires de guerre furent utilisés,
Mais un an plus tard, les Carthaginois avaient vaincu les forces romaines à Drapana et à Pantias, laissant les Romains abattus. 2 ans plus tard, après que la guerre eut fait rage pendant 15 ans, Rome avait pris le contrôle de la majeure partie de la Sicile, et les Carthaginois ne contrôlaient plus que Lilybé et Drapana. Plus de navires furent envoyés pour renforcer le blocus dans ces 2 zones. Les soldats à Lilybé et Drapana commencèrent à souffrir puisque aucun ravitaillement ne pouvait être envoyé dans ces villes, mais ils réussirent à réunir 250 navires de guerre, après quoi la bataille des îles Égates commença. Les Carthaginois étaient dirigés par le commandant Hanon, fils d'Hannibal, tandis que les Romains étaient menés par le commandant naval Caius Laetacius Catulus. Dès que Catulus aperçut les navires carthaginois, il ordonna à ses hommes d'abandonner le blocus et de se préparer au combat. Les 2 flottes s'affrontèrent près de l'île de Porbentia, et les navires romains commencèrent à éperonner les vaisseaux ennemis à l'aide de éperons de bronze fixés à leurs navires. 50 navires carthaginois furent coulés et 70 autres furent capturés. Les Romains perdirent 30 navires et 50 autres furent endommagés. Les Carthaginois n'avaient pas d'autre choix que de battre en retraite, et la fin de la guerre punique était proche, les Romains en sortant vainqueurs. Et on parle encore de cette bataille aujourd'hui, et en 2024, les historiens ont été surpris d'apprendre que des artefacts provenant de cette même bataille avaient été découverts au large de la côte ouest de la Sicile. L'un des éperons en bronze qui était fixé au navire de la flotte romaine a été retrouvé à une profondeur d'environ 80 mètres près des îles Égates, puis il a été récupéré par des plongeurs de la société pour la documentation des sites sous-marins. Après sa récupération réussie, il a été transporté sur l'île de Favignana, où les archéologues ont pu l'étudier en détail. Il est décrit comme étant décoré de casques de style Montefortino et de 3 plumes sur le dessus. Au début, les inscriptions étaient illisibles à cause des dépôts de coquillages. On espère que d'autres artefacts seront récupérés dans cette zone à l'avenir et que nous aurons encore plus d'informations sur cette bataille historique. Numéro 2. L'éperon en bronze qui a été trouvé au large des côtes de la Sicile n'est pas le seul artefact de la bataille des îles Agathi à avoir été récupéré, car les plongeurs découvrent régulièrement des objets de cette époque, et plus précisément de cette bataille très importante. Des archéologues sous-marins auraient découvert un vaste champ de débris sur le fond marin au large des côtes des îles. La zone est considérée comme le premier champ de bataille naval antique jamais découvert, et elle a livré un trésor d'artefacts que l'on pensait autrefois perdu à jamais. Les découvertes les plus fréquentes sont des vestiges de navires romains et carthaginois ayant combattu lors de la bataille, certains restant largement intacts, d'autres retrouvés en mauvais état, presque entièrement détruits par l'ennemi. Un navire de guerre découvert en 1971 dans le Stagnion de Marsala serait impliqué dans cette bataille. Il a été suggéré qu'à un certain moment, il a dû être abandonné lorsqu'il s'est retrouvé coincé dans une zone d'eau peu profonde et que cela s'est produit après la fin de la bataille. Parmi les autres artefacts découverts figurent des pièces d'armure portées par les 2 camps, une épée en fer de 28 pouces des pointes de lance, des javelots, des fragments de poterie ancienne, des pierres de l'Est et bien sûr les éperons en bronze mentionnés précédemment. La flotte romaine a ainsi vaincu les Carthaginois. Parmi les reliques les plus couramment retrouvées figurent des casques romains, dont au moins 30 ont été récupérés. Beaucoup sont encore en très bon état, ce qui est surprenant compte tenu du fait qu'ils sont restés sous l'eau pendant plus de 2200 ans. Ces casques ont été généralement fabriqués en bronze, et leur style Montefortino a été créé à l'origine par les Celtes, mais on pense qu'au IVe siècle avant JT, ce style a été adopté par la République romaine. Le style habituel présente une calotte en bronze d'une seule pièce, martelée pour obtenir une forme conique ou hémisphérique. Il avait aussi un petit protège-nuque pour l'arrière du cou et 2 protège-joues articulés sur la calotte. Ces éléments servaient à protéger les côtés de la tête et une partie du visage du soldat, tandis que le bouton au sommet du casque était surtout décoratif, car on y fixait souvent des crêtes, des plumes ou des crins de cheval. Cela servait non seulement de décoration, mais permettait aussi aux soldats alliés de se reconnaître, minimisant ainsi le risque d'attaquer un allié par erreur. Certains casques comportaient également d'autres décorations, comme un motif de corde autour des bords et des cimiers particuliers, par exemple. Ces casques ont été utilisés jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, après quoi leur conception a été améliorée en élargissant les protège-nuques et en réduisant la forme conique, qui était souvent inconfortable selon la forme de la tête du soldat.
Bien que de nombreux casques portés lors de la bataille des îles Agatis aient été retrouvés, un exemple en particulier a fait sensation grâce à sa décoration inhabituelle. Une équipe de plongeurs a fait la découverte et ils ont été surpris de constater que le casque comportait la figure d'un lion dans une posture agressive. C'était la première fois qu'une décoration de lion était observée sur l'un de ces casques et on suppose qu'il appartenait à un soldat originaire d'une ville alliée à Rome et que son peuple était influencé par le mythe d'Hercule. Le lion représente probablement la force, et il se peut qu'il ait indiqué le grade du soldat. Mais comme aucun autre exemple n'a été retrouvé, les historiens ne peuvent que spéculer sur le rôle du lion et sur la personne qui portait le casque lors de la bataille. Numéro 1. La plupart d'entre nous ont déjà rêvé de trouver un trésor caché dans notre jardin, dans un champ ou même dans les bois, mais très peu de personnes ont eu la chance de faire une telle découverte. L'un de ces chanceux est un homme nommé Sébastien Hertzevon, qui a fait une découverte remarquable par accident alors qu'il rénovait une maison. La maison située à Hagen, en Allemagne de l'Ouest, appartient à la tante de Sébastien. Elle a été prise de panique lorsque la maison a été ravagée par une inondation qui a frappé la région en 2021 et Sébastien a décidé d'intervenir en effectuant des rénovations. De nombreuses personnes de la région se sont retrouvées démunies après les inondations, causant des milliards de dollars de dégâts aux bâtiments et infrastructures. La tâche de remettre la maison en état habitable devait être assez décourageante, mais Sébastien s'y est attelé avec diligence et avait fait de bons progrès lorsqu'il a trouvé quelque chose qu'il n'arrivait pas à croire. À un moment donné, il a remarqué un morceau de bois qui avait commencé à pourrir à cause des eaux de crue et il a décidé de le détacher du mur auquel il était fixé. Il a remarqué quelque chose d'étrange à l'intérieur du mur et a été stupéfait de découvrir qu'il s'agissait d'un journal datant de 1945, l'année où la Seconde Guerre mondiale s'est terminée. Alors qu'il était déjà enthousiasmé par cette découverte, le journal n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, il a sorti une arme à feu de l'époque de la guerre du mur, suivie de masques à gaz, d'aigles du Parti national-socialiste des travailleurs allemands et d'un lot de documents qui appartenaient à l'origine à l'assistance publique du peuple allemand national-socialiste. Sébastien a dit qu'en retirant de plus en plus d'artefacts du mur, il avait la chair de poule en réalisant leur grande importance historique et qu'ils étaient restés cachés dans le mur de la maison de sa tante pendant des décennies sans que sa famille ne le sache. Ensuite, il a découvert plusieurs points américains qui étaient utilisés par les soldats allemands pendant la guerre. Mais le plus remarquable, c'est qu'il a trouvé un portrait du dictateur du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, ainsi qu'au moins un autre portrait d'un autre membre du même parti. On pense que ces objets ont été cachés dans les murs en 1945, quand il est devenu clair que l'Allemagne allait perdre la guerre et que la nouvelle s'est répandue sur l'avancée des soldats américains vers Hagen. La personne ayant caché ces objets devait sans doute prévoir de revenir les récupérer, mais son identité reste inconnue et son destin mystérieux. Cette personne voulait s'assurer que ces objets ne tombent pas entre les mains de l'ennemi, et ils sont restés derrière ce mur, inaperçus pendant des décennies. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.